Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Comment les rapports de force politiques ont évolué ces dernières semaines en raison de la guerre en Ukraine? Comment se dessine le nouvel ordre mondial? La Russie est-elle autant isolée qu'on le dit? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec vous, Alexandre Melnik. Vous êtes expert en géopolitique et ancien diplomate à Moscou. Alors tout d'abord, je voulais qu'on introduise un petit peu ce sujet pour savoir si cette guerre en Ukraine a finalement révélé au grand jour la nouvelle donne des relations internationales. Ça a été révélateur. Totalement, complètement. D'ailleurs, comme disait Karl Marx, la guerre et la violence, c'est la sage-femme de l'histoire. C'est-à-dire, on accouche vraiment d'un nouveau monde. Il y a un nouveau monde qui se redessine aujourd'hui à travers la guerre. Donc, cette guerre dépasse largement le conflit entre deux pays. Et il faut savoir que le 24 février, c'est-à-dire le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est un énorme bascule de l'histoire qui redessine la physionomie du monde avec quelques enjeux qu'on peut développer. Mais avant cela, pourquoi ça s'est pas redessiné avant ? Pourquoi il a fallu attendre ce conflit? Si, parce que le monde était déjà là. Mais là, ça l'a accentué. Mais ça, c'est accélération de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des repères dans l'histoire. Et cette accélération, c'est la guerre qui était déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Alors, dans ce conflit, on dit souvent que la Russie est très isolée, avec beaucoup de pays opposants suite au déclenchement de cette guerre. Mais au final, moins qu'on l'imagine. C'est ce que l'on va voir dans ce sujet de nos bureaux. Et on en discute juste après. 24 mars 2022. Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le monde est toujours sous le choc. L'ONU adopte à l'écrasante majorité une résolution contre la guerre. 140 pays votent pour, 38 s'abstiennent et seulement 5 s'y opposent. Alors le Kremlin est-il coupé du monde? Après 5 mois de guerre, le constat est loin d'être aussi simple. En dehors du monde occidental, très peu de pays ont décidé d'appliquer des sanctions contre la Russie. Comme les faits l'ont prouvé à maintes reprises, les sanctions sont un boomerang et une épée à double tranchant. Si beaucoup de pays ne soutiennent pas la guerre, ils ne la condamnent pas non plus. C'est le cas du Brésil, de la Chine, de l'Inde ou encore de l'Arabie Saoudite. Cette prise de distance vis-à-vis du conflit est-elle bénéfique à Vladimir Poutine? Le président russe mise sur le temps. L'émotion internationale et la médiatisation du conflit s'amenuisent au fil des mois. Et au sein des sociétés occidentales, le poids des sanctions économiques infligées à la Russie relance le débat de leur légitimité. Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d'être fatiguées. Josep Borrell appelle à tenir le coup. Mais face à une guerre qui perdure, la communauté internationale est loin d'être unanime. L'unité du camp occidental est mise à rude épreuve et le silence, lui, gagne du terrain. Alexandre Melnik, l'unité du camp occidental mise à rude épreuve, d'accord avec ce constat? Oui, tout à fait. Parce que pour répondre à cette question, il faut définir très rapidement la physionomie du monde du XXIe siècle. Pour moi, c'est l'un des plus grands changements de paradigme civilisationnel depuis le début de l'histoire de l'humanité. Notre monde est instantané, notre monde est interdépendant, et notre monde, pour la première fois depuis la Renaissance du XVe siècle, n'est plus un monde occidental. C'est-à-dire le monde occidental, la civilisation occidentale qui est née à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, cette civilisation qui gouvernait, pilotait le monde depuis la Renaissance du 15e siècle, n'a plus le monopole de l'histoire, n'a plus l'exclusivité du pouvoir. Donc, il y a une certaine fatigue de la civilisation occidentale, si je reprends le terme qui a été prononcé, ce qui fait qu'il y a un nouveau pôle d'excellence aujourd'hui qui monte et qui questionne l'exemplarité du monde occidental et de ses propres valeurs, parmi lesquelles il y a la démocratie, la liberté, la dignité humaine, le respect de la loi. Donc, c'est-à-dire ce monde et la guerre en Ukraine, pour revenir vers la guerre en Ukraine, donc nous prouve qu'aujourd'hui, nous avons ce combat entre le monde occidental qui perd du terrain
Et ce monde, disons, l'international des autocrates, la nouvelle internationale des autocrates, eh bien, qui gagne du terrain dans le monde. Il faut le dire clairement. Et aujourd'hui, il s'agit en fait de ce combat entre deux perceptions de la vie, si vous me permettez. Parce qu'au-delà de la démocratie, au-delà des régimes autoritaires, il y a deux perceptions de la vie humaine. Si je comprends bien, ce n'est pas qu'une question géographique. C'est une question de vision, effectivement, de nos sociétés. C'est bien ça. Vous avez parfaitement compris la situation. C'est une question géopolitique, je dirais géophilosophique, et je dirais philosophique, tout court. Parce que derrière cela, je répète, il y a deux visions de l'homme. Soit l'homme naît pour être libre, pour piloter sa vie, pour choisir sa façon d'être. C'est un peu la vision de l'Ukraine qui veut couper le cordon ombilical avec sa civilisation initiale des Slaves de l'Est, c'est-à-dire la Russie, et ouvrir un nouvel horizon. Soit l'homme est né pour être, si on me permettait, un rouage soumis à la machine étatique. Et ça, c'est la vision de la Russie. Donc d'un côté, nous avons cette vision universaliste des choses, et de l'autre côté, nous avons cette vision nationaliste des choses. Universalisme dans le sens des Lumières et nationalisme qui est synonyme de guerre, comme disait François Mitterrand d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les sanctions contre la Russie, c'était avant tout des sanctions occidentales et non pas internationales. Ça, c'est important. Tous les pays ne sont pas portés derrière les sanctions occidentales. Parce que le monde aujourd'hui est un multiple pôle d'excellence et les mêmes choses ne sont pas vues de la même façon selon les pays et les régimes politiques qui existent. Évidemment, par exemple, la démocratie, qui est une valeur fondatrice de la civilisation occidentale, n'est pas du tout une valeur dans d'autres civilisations, d'ailleurs plus anciennes que la civilisation européenne, la civilisation occidentale, par exemple la civilisation chinoise, la civilisation indienne, et aussi d'ailleurs la civilisation africaine, qui voit le monde de façon absolument différente. Donc c'est pour ça qu'il s'agit aujourd'hui, à travers la situation en Ukraine, d'un combat universel. Si l'Occident, si vous me permettez, je termine là-dessus, laisse Poutine gagner cette guerre, l'Occident, en tant que civilisation, risque de sortir de l'histoire par la petite porte. Et remplacé par quel modèle alors? Le modèle russe, où on met par exemple son pays en avant, la grandeur du pays, les ressources naturelles en avant? C'est-à-dire non, le régime autoritaire. Un régime plus autoritaire. Le régime c'est ça le risque de demain. Liberticide, le régime répressif, le régime ultranationaliste. C'est ça le dilemme aujourd'hui. C'est ça le match aujourd'hui, donc qui se déroule aujourd'hui dans le XXIe siècle. Et je reviens un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Soit il s'agit de la possibilité, de l'espoir, dans l'espoir d'ailleurs, dans l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle, de considérer l'humanité dans sa globalité, indépendamment de différences naturelles qui nous séparent, la couleur de peau, la religion, le sexe, etc. Ça s'appelle universalisme. Soit il s'agit d'avoir ce constat amer et triste que finalement, l'humanité sera toujours compartimentée, cloisonnée dans les identités nationales qui sont condamnées à se confronter de façon violente. Et ça s'appelle le nationalisme. Surtout qu'on voit que la Russie et même d'autres pays comme la Chine n'ont pas l'air d'avoir vraiment peur de l'Occident et des sanctions. Hein. Mais non, parce que la Russie et les autres pays de cette internationale, ce que j'appelle l'internationale des pays autocratiques. Donc on pourrait dire, juste pour préciser, Russie, on pourrait essayer de la Russie, la Chine, la Turquie, l'Égypte et j'en passe les meilleurs, parce que la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire ces pays-là, ils s'introduisent dans les interstices de la faiblesse occidentale au XXIe siècle, qui, à mon avis, ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ce procès global aujourd'hui, le sol se dérobe sous nos pieds, la démocratie est fortement questionnée, y compris à l'intérieur de nos propres pays démocratiques. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un énorme changement de monde que nous ne réalisons pas dans toute son ampleur et dans toute son importance. Mais alors, Alexandre Melnik, il faut aller sur quoi? Sur l'énergie, sur les problèmes de territoire? Il faut aller sur quelle donne et quelle thématique désormais? Non, ça c'est complètement subsidiaire pour moi, l'énergie, etc. Il faut aller vers l'humain. C'est-à-dire, la résistance, elle est là pour l'instant. Il faut réinitialiser la notion de la vie humaine. Donc, c'est bien au-delà des questions énergétiques, des questions des matières premières. Est-ce que l'être humain, je répète... La résistance de Vladimir Poutine est bien là pourtant pour l'instant, hein?
sur la question oui, de l'énergie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le monde interdépendant, dans le monde interconnecté, où tout est lié à tout, est-ce qu'on peut déconnecter son propre pays de cette économie globalisée? Ma réponse est non. Pourtant, Vladimir Poutine a l'air de le faire. Il a l'air de dire, moi, je suis complètement indépendant. Oui, mais c'est un suicide. C'est une démarche à court terme. À long terme, ça ne marchera pas. À long terme, évidemment, ça ne marchera pas. Parce que nous vivons dans un monde, je répète une fois de plus, interdépendant. Et donc, il s'agit de connecter tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre, à cette interdépendance du monde global du XXIe siècle. Donc, la Russie ne pourra pas être indépendante sur tous ces... Ah ben non, bien entendu que non. C'est-à-dire la tentative de russifier la Russie et déconnecter et extraire la Russie du monde, c'est une tentative suicidaire qui est condamnée à l'échec. Intéressant, parce que ça veut donc dire que le temps joue contre eux. Le temps joue contre la Russie. Mais il faut obligatoirement que l'Occident comprenne la situation dans laquelle et à laquelle il est confronté. Il faut réussir ce que j'appelle depuis déjà des années la nouvelle renaissance occidentale. Et l'Occident l'a compris ou pas? Non, je ne crois pas. Mais enfin, je ne désespère pas, parce que vous savez, je suis professeur, je suis au contact de jeunes étudiants, et à eux qui appartient le monde, et je pense que eux, ils comprennent ça mieux que les élites. Alors, la nouvelle version, la nouvelle donne de l'Occident, c'est quoi exactement? La nouvelle donne de l'Occident... Et c'est qui, surtout? C'est ça qu'on a envie de savoir. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est les jeunes qui appartiennent à l'avenir, c'est tout le monde, parce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde, il y a une myriade d'interconnexions, d'interactions qui se multiplient. Donc peut-être il ne faut pas compter justement sur les élites, parce que les élites sont sur la société civile, sur la société civile, et aussi et surtout c'est sur l'éducation. Parce que je disais toujours, je répète ici, et je persiste ici, que pour moi, l'éducation, c'est le combat principal pour le cœur et les esprits dans le XXIe siècle. Alexandre Melnyk, si je comprends bien, c'est une éducation et des décisions à moyen long terme. C'est pas sur du court terme, si je vous C'est plutôt à long terme. Moi, je pense qu'il faut planter des graines. Il faut planter des graines dans les esprits des jeunes. Donc, c'est un travail à très long terme, mais c'est un travail qui vaut la peine d'être mené, parce que c'est un travail noble, c'est une bataille noble pour que finalement rendre notre monde meilleur. Et Alexandre Melnyk, je pense que des graines, vous en avez planté ce soir pour nos téléspectateurs du monde entier. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le livre que vous avez écrit, Le monde nous appartient, la géopolitique, c'est la vie. Un très beau titre, merci. Merci d'être venu.